Un simple enchaînement de nombres. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Pourtant, cette suite fascine le monde entier. On la retrouve dans les fleurs, les coquillages, les galaxies, jusque dans les algorithmes modernes. Mais pourquoi? Et qui était vraiment Fibonacci, ce génie du Moyen-Âge oublié pendant des siècles? Installe-toi bien. Ce que tu vas découvrir va te surprendre. Son vrai nom était Leonardo de Pise, mais on le connaît aujourd'hui sous le nom de Fibonacci. Né autour de l'an 1170, il a changé à jamais le visage des mathématiques en Europe, en popularisant non seulement les chiffres arabes, mais aussi une suite numérique d'une beauté troublante. Cette fameuse suite de Fibonacci est partout autour de nous, souvent sans même qu'on s'en rende compte. De la disposition des pétales de fleurs, aux spirales des galaxies lointaines, en passant par les algorithmes qui structurent notre monde numérique, ces applications semblent infinies. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'univers fascinant de Fibonacci, son histoire, sa célèbre suite, son influence sur la nature, l'art et les technologies modernes. Une occasion unique de voir comment les mathématiques, loin d'être abstraites, dialoguent avec le monde réel et notre quête de beauté. Prêt? C'est parti. Avant de plonger dans la fascinante suite de Fibonacci, prenons le temps de découvrir l'homme qui l'a rendu célèbre. Un nom qui résonne aujourd'hui dans les salles de classe, les livres de vulgarisation scientifique, et jusque dans les recherches modernes en biologie et en informatique. Mais qui était vraiment Fibonacci? Né vers 1170 à Pise, dans une Italie morcelée en cités-États rivales, Leonardo de Pise, son vrai nom, était le fils d'un marchand prospère, Guglielmo Bonacci. Son surnom de Fibonacci viendra plus tard, comme contraction de Filius Bonacci, littéralement le fils de Bonacci. À cette époque, Pise est un port majeur de la Méditerranée. Ses navires croisent ceux de Gênes, de Venise, mais aussi des marchands arabes et byzantins. Le commerce est florissant et avec lui circulent non seulement les marchandises, mais aussi les idées. C'est dans ce contexte que Guglielmo Bonacci est envoyé à Béjaïa, un port du royaume de Bougie, en actuelle Algérie. Là-bas, il doit superviser les affaires commerciales des paysans et s'occuper de la comptabilité douanière. Soucieux de donner une bonne éducation à son fils, il l'emmène avec lui. Pour Leonardo, ce voyage sera une révélation. Il découvre non seulement une culture nouvelle, mais surtout une approche révolutionnaire des mathématiques. En effet, dans le monde musulman de l'époque, les érudits utilisent un système numérique hérité des savants indiens, les chiffres arabes. Ces chiffres, accompagnés du concept fondamental de zéro, permettent de faire des calculs bien plus simplement qu'avec les lourds chiffres romains encore en usage en Europe. Fasciné, Leonardo étudie auprès des meilleurs maîtres en mathématiques. Il apprend le système décimal, l'algèbre, et comprend très vite l'immense avantage que représente cette nouvelle manière de compter. De retour en Europe, il poursuit ses études à Pise et dans d'autres grands centres de savoir. Puis, en 1202, il rédige son œuvre majeure, le Liber Abbaci, le livre de l'Abacus. Ce livre a un objectif clair, convaincre les marchands, banquiers et comptables européens d'abandonner les chiffres romains au profit du système décimal. Et le succès est fulgurant. Grâce à la clarté de ses démonstrations, Fibonacci facilite l'adoption progressive de cette nouvelle numération en Occident. Mais le Liber Abbaci ne se limite pas aux chiffres. Il regorge de problèmes mathématiques pratiques, destinés à former les commerçants de l'époque. Et parmi ces problèmes, un en particulier deviendra légendaire, celui de la reproduction des lapins. En modélisant le nombre de couples de lapins mois après mois, Fibonacci met en évidence une suite de nombres au comportement fascinant. Une suite qui allait porter son nom à travers les siècles, la suite de Fibonacci. Ironie de l'histoire. Après sa mort vers 1250, Leonardo de Pise tombera dans l'oubli pendant plusieurs siècles. Ce n'est qu'au XIXe siècle que des mathématiciens redécouvriront son œuvre et la portée universelle de sa fameuse suite. Mais au fond, en quoi consiste cette suite mystérieuse? Pourquoi fascine-t-elle autant les scientifiques, les artistes et même les amateurs de nature? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Si ce voyage dans le passé et ces découvertes te plaisent, un petit like aidera énormément la chaîne à continuer à partager ce genre d'histoire passionnante. Merci à toi, tu l'as compris.
c'est en cherchant à résoudre un problème de croissance de population que Fibonacci va mettre en évidence une suite de nombres tout à fait particulière. Le problème est le suivant. On part d'un couple de lapins. Chaque mois, ce couple donne naissance à un nouveau couple. À son tour, chaque nouveau couple devient fertile à partir du 2e mois et se met lui aussi à se reproduire. Question. Combien de couples de lapins y aura-t-il après plusieurs mois? Pour répondre à cette question, Fibonacci construit une suite de nombres, mois après mois. Mois 1, un couple. Mois 2, un couple. Mois 3, 2 couples. Mois 4, 3 couples. Mois 5, 5 couples. Mois 6, 8 couples. Mois 7, 13 couples. Mois 8, 21 couples, etc. Tu remarques sans doute une chose. Chaque nombre de la suite est la somme des deux précédents. C'est là tout le principe de ce qu'on appelle aujourd'hui la suite de Fibonacci. Formellement, elle s'écrit ainsi. Shu Fn1 plus Fn2 avec V0. Shu 0 F1 Shu 1. On obtient donc une suite infinie. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, et ainsi de suite. Ce qui est fascinant, c'est qu'au-delà de ce jeu de lapin, cette suite cache des propriétés mathématiques d'une rare beauté. Par exemple, si tu divises un terme de la suite par le précédent, tu vas obtenir un rapport qui converge de plus en plus vers un nombre bien particulier, le fameux nombre d'or. Il 600 IU 03 I 87. Un nombre irrationnel qui fascine les mathématiciens, les artistes, les architectes depuis l'Antiquité. Exemple, 5 divisé par 3 égale 1,66. 8 divisé par 5 égale 1,6. 13 divisé par 8 égale 1,625. 21 divisé par 13 égale 1,615, etc. Plus on avance dans la suite, plus ce rapport se rapproche de Phi, le nombre d'or. Et ce n'est pas un hasard. La suite de Fibonacci est intimement liée aux proportions harmonieuses qu'on retrouve dans la nature et dans l'art. Autre propriété intéressante? Si tu dessines des carrés dont les côtés correspondent aux termes successifs de la suite, tu peux tracer une spirale en reliant les arcs de cercle formés. Cette fameuse spirale de Fibonacci est l'un des motifs géométriques les plus répandus dans le monde vivant. En résumé, la suite de Fibonacci, c'est une suite simple à comprendre, riche en propriétés mathématiques, profonde par les liens qu'elle entretient avec le nombre d'or, et surtout universelle, car on la retrouve dans de nombreux phénomènes naturels. Mais justement, c'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. Comment cette suite, née d'un simple problème de lapin au Moyen-Âge, se retrouve partout dans la nature, du microscopique à l'échelle cosmique. Tu vas le voir, c'est absolument fascinant. Ce qui rend la suite de Fibonacci si fascinante, ce n'est pas qu'elle soit née dans un problème mathématique abstrait, c'est qu'on la retrouve partout, là où on ne l'attendrait pas, au cœur de la nature elle-même. Depuis des siècles, scientifiques, artistes et curieux du monde entier observent ce phénomène troublant. La suite de Fibonacci semble régir l'organisation de nombreuses structures vivantes. Mais comment est-ce possible? Commençons par les plantes. Tu as peut-être remarqué que certaines fleurs ont un nombre particulier de pétales, souvent 3, 5, 8, 13, 21, 34. Ce sont justement des nombres de Fibonacci. Prenons quelques exemples. Le lys a généralement 3 pétales. Le bouton d'or en a 5. La marguerite en compte souvent 34, 55 ou même 89. Pourquoi ces nombres reviennent-ils si souvent? Parce qu'ils permettent une optimisation de la disposition des pétales autour de la tige. Ainsi, chaque nouveau pétale se positionne à un angle précis, lié au nombre d'or, maximisant l'exposition à la lumière et la pollinisation. Ce phénomène porte un nom, la phyllotaxie. C'est un principe d'organisation naturelle qui permet aux plantes de croître de manière harmonieuse et efficace. Mais les plantes ne sont pas seules. Regardons maintenant les fruits et les graines. Si tu observes une pomme de pin, un ananas ou même une fleur de tournesol, tu remarqueras que les graines ou les écailles forment des spirales. Et le nombre de spirales dans chaque direction correspond bien souvent à 2 nombres de Fibonacci consécutifs. Par exemple, 34 spirales dans un sens et 55 dans l'autre. Ce n'est pas un hasard. Cette disposition en spirale permet une densité maximale sans chevauchement, un gain d'espace optimal. Encore une fois,
la nature semble avoir choisi cette structure pour son efficacité remarquable. Passons maintenant au coquillage. Le célèbre Nautilus est souvent cité comme exemple emblématique. Sa coquille s'enroule en une spirale qui suit très étroitement la courbe de la suite de Fibonacci. Même si tous les coquillages ne respectent pas cette proportion de manière stricte, l'idée d'une croissance logarithmique liée à la suite est bel et bien présente. Et ce phénomène ne s'arrête pas à la petite échelle. Regardons les galaxies spirales. Les bras de certaines galaxies, comme la célèbre galaxie du tourbillon, M51, suivent également des spirales proches de celles décrites par la suite de Fibonacci. Bien sûr, ici, ce n'est pas une intention naturelle, mais une conséquence des forces gravitationnelles et des dynamiques de rotation qui aboutissent à ces formes harmonieuses. Enfin, même dans le corps humain, certains chercheurs ont mis en évidence des rapports liés au nombre d, or dans la disposition des os, des phalanges, ou encore dans la spirale de l'oreille interne. Ce que nous montre tout cela, c'est que la suite de Fibonacci n'est pas qu'une curiosité mathématique. Elle révèle quelque chose de plus profond, un principe d'efficacité universelle, choisi par l'évolution naturelle dans de multiples contextes. Après avoir vu la présence saisissante de la suite de Fibonacci dans la nature, il est temps de franchir un autre seuil, celui de l'art et de l'architecture. Car les hommes, fascinés par les proportions harmonieuses du monde vivant, ont cherché depuis des siècles à les reproduire dans leur propre création. Cette quête de beauté, d'équilibre et d'harmonie a conduit naturellement à l'usage du nombre d'or, étroitement lié à la suite de Fibonacci. Rappelons-le, lorsque l'on divise un terme de la suite par le précédent, on obtient un rapport qui tend vers Phi, le fameux nombre d'or 1618. Ce nombre est perçu depuis l'Antiquité comme une proportion particulièrement agréable à l'œil humain. Alors, où retrouve-t-on cette proportion dans l'histoire de l'art et de l'architecture? Commençons par l'Antiquité. On cite souvent le Parthénon d'Athènes comme un exemple d'utilisation du nombre d'or dans son architecture. Même si les preuves directes d'une intention délibérée restent débattues, les proportions du bâtiment, ses colonnes et ses frontons semblent très proches de cette fameuse proportion. À la Renaissance, l'intérêt pour les mathématiques appliquées à l'art se développe de manière spectaculaire. C'est notamment grâce à des figures comme Léonard de Vinci, passionné par les lois de la nature et les mathématiques. Léonard a illustré le célèbre ouvrage De Divina Proportione de Luca Pacioli, qui explore le rôle du nombre d'or dans l'art et l'architecture. Dans ses propres œuvres, comme La Scène ou L'Homme de Vitruve, Léonard utilise les principes de proportion harmonieuse pour organiser ses compositions. De nombreux artistes de la Renaissance, Raphaël, Michel-Ange, Botticelli, adoptent également ces principes, consciemment ou intuitivement, pour renforcer l'équilibre visuel de leurs œuvres. Mais ce n'est pas réservé à cette époque. Dans l'architecture gothique, par exemple, on retrouve souvent des tracés régulateurs basés sur le nombre d'or dans la conception des façades de cathédrales, dans les vitraux ou les rosaces. Le phénomène perdure jusqu'à l'art moderne. Des peintres comme Salvador Dali ont explicitement utilisé le nombre d'or dans leurs œuvres. Son tableau. La dernière scène repose sur un gigantesque dodécaèdre, solide régulier, dont les proportions évoquent un ophi. Même dans le design contemporain, les proportions dérivées de la suite de Fibonacci sont très prisées. On les utilise pour concevoir des logos, des sites web, des objets du quotidien. La fameuse spirale de Fibonacci guide la composition graphique pour maximiser l'harmonie et l'impact visuel. Et dans l'architecture moderne, de nombreux architectes continuent d'explorer ces proportions. Le célèbre Le Corbusier avait même conçu un système complet de mesures architecturales basé sur le nombre d'or, appelé le modulor. Que ce soit dans une cathédrale gothique ou dans le logo d'une entreprise high-tech, la suite de Fibonacci inspire donc toujours les créateurs. Dans notre monde numérique, elle joue aussi un rôle surprenant. Nous avons vu comment la suite de Fibonacci fascine les scientifiques, les artistes, les architectes. Mais ce qui est peut-être le plus étonnant, c'est qu'elle joue également un rôle clé dans notre monde numérique. Un monde où l'efficacité, la rapidité de traitement et l'optimisation sont essentielles. Commençons par l'informatique. La suite de Fibonacci est souvent utilisée dans le domaine de l'algorithmique. Pourquoi ?
Parce que cette suite a des propriétés de croissance prévisibles et des liens puissants avec les structures récursives. Prenons par exemple la conception d'un algorithme récursif pour calculer les termes de la suite. Cet exercice classique permet d'enseigner aux étudiants la logique de récursivité, un pilier fondamental de la programmation. Mais au-delà de l'enseignement, la suite de Fibonacci intervient dans des algorithmes concrets. Par exemple, pour le tri et la recherche dans des bases de données, certaines structures de données, comme l'état de Fibonacci, Fibonacci Heaps, sont utilisées pour optimiser les performances d'algorithmes de graphes essentiels dans les applications de cartographie, de logistique ou d'intelligence artificielle. Autre domaine surprenant, la compression d'images. Certains algorithmes de compression exploitent les propriétés logarithmiques et géométriques de la suite pour optimiser le rangement des pixels ou l'organisation des blocs d'information. L'objectif ? Réduire la taille des fichiers sans perte significative de qualité. Dans les réseaux neuronaux et l'intelligence artificielle, la suite de Fibonacci est parfois utilisée pour ajuster les paliers d'apprentissage, c'est-à-dire la vitesse à laquelle un modèle ajuste ses paramètres. Utiliser des paliers basés sur des ratios de Fibonacci permet d'obtenir une progression plus fluide et naturelle vers la convergence. Et ce n'est pas tout. Dans le monde du design numérique, qu'il s'agisse d'interfaces utilisateurs de typographie ou de composition d'écran, les proportions issues du nombre d'or et de la suite de Fibonacci continuent d'inspirer les créateurs. Pourquoi ? Parce que notre œil perçoit instinctivement ces proportions comme équilibrées. Une interface qui respecte ces règles est souvent perçue comme plus lisible, plus agréable, plus ergonomique. Enfin, parlons d'un domaine où Fibonacci a fait couler beaucoup d'encre. Le monde de la finance. Certains traders utilisent ce qu'on appelle les niveaux de retracement de Fibonacci pour anticiper les mouvements des marchés financiers. Bien que cette méthode reste controversée sur le plan scientifique, elle repose sur un constat empirique. Les marchés semblent parfois évoluer selon des rythmes ou des proportions proches de celles décrites par la suite. Cela montre bien à quel point la suite de Fibonacci a pénétré des domaines inattendus de notre vie moderne. En résumé, de l'intelligence artificielle au marché financier, en passant par la compression d'images ou les algorithmes de recherche, la suite de Fibonacci est partout. Elle inspire les ingénieurs, les chercheurs, les artistes du numérique. Et derrière cette omniprésence se cache une question plus profonde. Pourquoi ce simple enchaînement de nombres reflète-t-il si bien les lois de l'harmonie, de la croissance et de l'efficacité ? Depuis plus de 8 siècles, la suite de Fibonacci intrigue, captive, inspire. Mais pourquoi cette fascination est-elle aussi persistante ? Pourquoi des mathématiciens, des artistes, des architectes, des ingénieurs et même des philosophes continuent-ils d'y revenir encore et encore ? D'abord, il y a la beauté des mathématiques elles-mêmes. La suite de Fibonacci est un pont entre la simplicité et la complexité. Elle naît d'une règle élémentaire. Additionner les deux termes précédents, et pourtant elle génère des structures d'une richesse infinie. Cette apparente contradiction entre une loi simple et un résultat complexe nous touche profondément. Elle nous rappelle que dans le monde qui nous entoure, des règles élémentaires peuvent produire de la diversité, de la beauté, de l'harmonie. Ensuite, il y a la présence universelle de la suite. Lorsque l'on découvre que ces nombres se retrouvent dans la nature, dans la disposition des pétales, des graines, des coquillages, des galaxies, cela nous émerveille. Cela nous donne le sentiment qu'il existe des lois cachées, un ordre sous-jacent au chaos apparent. Cette idée est au cœur de la démarche scientifique comme de la quête artistique. Comprendre le monde, y trouver du sens, y percevoir des motifs. La suite de Fibonacci agit ainsi comme un fil conducteur entre les disciplines. Elle relie la botanique à l'architecture, la physique à la peinture, les mathématiques pures aux technologies les plus avancées. Il y a aussi, bien sûr, le lien avec le nombre d'or. Cette proportion que l'on perçoit intuitivement comme harmonieuse, que ce soit dans un tableau de Léonard de Vinci, dans la façade d'une cathédrale gothique, ou dans l'interface d'un site web moderne, le nombre d'or agit comme une signature discrète de l'élégance formelle. Enfin, la suite de Fibonacci suscite une fascination profonde parce qu'elle incarne une idée universelle, celle de la croissance naturelle.
En effet, que ce soit dans la division cellulaire, dans l'expansion des galaxies ou dans la construction d'une œuvre d'art, nous retrouvons souvent ce schéma. Chaque étape repose sur les étapes précédentes, selon un rythme d'expansion harmonieux. C'est peut-être pour cela que cette suite nous touche. Elle reflète le processus même de la vie, avec ses rythmes, ses cycles, ses progressions. En fin de compte, la suite de Fibonacci nous enseigne quelque chose de fondamental. L'harmonie ne naît pas du hasard, mais de l'équilibre subtil entre répétition et innovation, entre ordre et liberté. Et tant que l'humanité continuera à observer, à créer, à chercher du sens, cette suite continuera d'accompagner notre regard sur le monde.